Vous pensez que le groupe O n'est qu'un simple groupe sanguin? L'ADN révèle un secret sombre, ancien et caché depuis des siècles. Vos ancêtres n'étaient pas seulement des survivants, c'étaient les plus grands guerriers génétiques contre les épidémies les plus meurtrières de l'histoire. Pendant des décennies, les médecins ont traité le groupe O comme le plus banal, sans éclat, sans histoire. Juste un donneur universel assis discrètement dans un coin de chaque banque du sang. Mais les scientifiques qui ont commencé à étudier des génomes anciens ont trouvé quelque chose que personne n'attendait. Dans certaines parties des Amériques, les communautés autochtones ne penchent pas seulement vers le groupe E, elles sont presque entièrement du groupe E. Pas 60%, pas 80%. Dans certaines tribus, ce chiffre dépasse 99%. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard dispersé sur des milliers d'années, c'est un signal. La preuve que quelque chose est arrivé à toute une population et que cela s'est inscrit directement dans son sang. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi un seul groupe sanguin a-t-il pris le dessus sur tout un continent alors que le reste du monde est resté mélangé? La réponse touche aux épidémies, aux migrations de l'âge glaciaire, à des océans que personne ne pensait avoir été traversés et à un secret sur lequel certains scientifiques débattent encore aujourd'hui. Et tout commence par un mystère que personne n'avait vu venir. Restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, vous comprendrez pourquoi le groupe O pourrait bien être le groupe sanguin le plus important de l'histoire humaine. Commençons simplement parce que la version simple est celle que la plupart des gens pensent connaître. Le sang humain se répartit en 4 grands groupes A, B, AB et O. La différence vient de petits marqueurs appelés antigènes placés à la surface de vos globules rouges. Pensez-y comme à des badges d'identité. Le groupe A porte le badge A, le groupe B porte le badge B, le groupe AB porte les deux, et le groupe E ne porte rien du tout. Pas de badge, pas de marqueur, complètement vierge. C'est précisément cette absence qui a fait connaître le groupe comme le donneur universel. Comme il n'y a ni antigène A ni antigène B pour déclencher une réaction du système immunitaire, le sang O peut être transfusé à presque tout le monde sans provoquer de réaction immunitaire violente. Urgence. Quand il n'y a pas le temps de tester le groupe sanguin d'une personne, les médecins prennent du O négatif. C'est l'option la plus sûre, celle qui fait gagner du temps quand chaque seconde compte. Pendant une grande partie du XXe siècle, l'histoire s'arrêtait là. Out est utile, out est courant, O est simple, fin du dossier. Sauf que le groupe O n'est pas censé être le groupe par défaut. Les généticiens pensent que le groupe O vient en réalité d'une mutation. Un morceau d'instruction génétique a été supprimé du gène chargé de fabriquer les antigènes A et B au départ. En d'autres mots, le groupe O n'est pas le groupe d'origine, c'est l'anomalie, l'accident. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cet accident n'a pas seulement survécu. Dans de vastes régions du monde, il a complètement pris le dessus. À l'échelle mondiale, le groupe E est le plus fréquent et représente près de la moitié de la population. C'est déjà étrange pour quelque chose qui a commencé comme une suppression génétique, mais cela devient encore plus étrange. Si vous allez dans certaines communautés autochtones à travers les Amériques, ce chiffre ne reste pas du tout proche de la moitié. Il monte à 90, puis à certaines de tribus, il approche les 100%. Toute une population presque uniforme qui porte un groupe sanguin né d'une erreur. Ce n'est pas un simple bruit de fond dans la génétique humaine, c'est un signal. Et quand les chercheurs ont commencé à se demander pourquoi un continent entier semblait si différent du reste du monde, ils ont découvert quelque chose dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Personne ne s'attendait à cela. Alors, pourquoi un continent entier paraît-il si différent du reste de la planète? Pour répondre, il faut prendre du recul et regarder comment les groupes sanguins sont répartis dans le monde. En Afrique, où l'on pense que la vie humaine a commencé, le groupe E apparaît à des taux élevés. C'est pour cela que certains scientifiques pensent qu'il pourrait être l'une des variantes les plus anciennes encore largement présentes aujourd'hui. À mesure que les populations ont avancé vers l'Europe et l'Asie, le tableau a changé. Le groupe A est devenu plus courant en Europe de l'Ouest. Le groupe B a fortement progressé en Asie centrale et orientale. Le système à 4 lettres s'est réparti de manière inégale d'un continent à l'autre, façonné par des milliers d'années de migration, de maladies et d'isolement. Puis viennent les Amériques et c'est là que le schéma cesse de se comporter comme prévu. Au lieu d'un mélange comme en Europe ou en Asie, les populations autochtones montrent
une domination écrasante, presque uniforme du groupe E. Dans certaines communautés, il atteint des fréquences que la plupart des généticiens ne voient presque nulle part ailleurs sur Terre. La théorie dominante remonte à la dernière période glaciaire, lorsque de petits groupes d'humains ont traversé une bande de terre reliant la Sibérie à l'Alaska. Ces populations fondatrices étaient petites et beaucoup d'entre elles portaient probablement déjà le groupe E. Quand un tout petit groupe fonde une population entière, les traits qu'il porte sont transmis et multipliés au fil des générations jusqu'à définir l'ensemble du groupe. Cela à lui seul pourrait expliquer une partie de l'histoire. Mais il y a un deuxième élément. Une fois que ces premiers migrants se sont installés dans les Amériques, le continent est devenu isolé. 2 océans de chaque côté signifiaient qu'il n'y avait presque aucun nouvel apport génétique pendant des milliers d'années. Aucun nouveau groupe sanguin n'est arrivé pour diluer le patrimoine existant. Aucune population extérieure ne s'est mélangée pour le rééquilibrer. Le groupe E n'avait tout simplement pas de concurrence. Il s'est enraciné génération après génération jusqu'à définir des nations entières. Comparez cela à d'autres populations isolées dans le monde. Certaines îles du Pacifique montrent des fréquences de groupes sanguins tout aussi déséquilibrées pour la même raison. L'isolement fige le jeu génétique reçu par les fondateurs, mais nulle part ce schéma n'est aussi profond ni aussi constant que dans les Amériques. Des chiffres pareils n'apparaissent pas par hasard. Alors, les scientifiques ont cherché des preuves et des décennies de recherche les ont confirmées encore et encore. Les chercheurs qui ont étudié des populations amérindiennes dans de nombreuses communautés ont trouvé quelque chose de presque incroyable. Dans certains groupes testés, près de participants portaient le groupe, ce n'était pas seulement une forte majorité, ce n'était pas juste une tendance nette, c'était presque tout le monde, étude après étude, bien avant qu'on puisse séquencer correctement un génome, et ce n'était pas limité à une seule région. Des chiffres semblables sont apparus partout où les chercheurs ont regardé depuis les communautés autochtones des régions enneigées du Canada jusqu'aux groupes vivant au cœur de la forêt amazonienne. Climats différents, régimes alimentaires différents, langues différentes, environnements totalement différents et pourtant le même groupe sanguin qui domine encore et encore. Alors qu'est-ce qui se passait vraiment ? L'explication principale renvoie à la sélection naturelle qui a fonctionné exactement comme elle est censée le faire pendant des milliers d'années. Les premières populations arrivées dans les Amériques ont dû affronter des conditions brutales, des climats rudes, des agents pathogènes inconnus et des efforts physiques constants, simplement pour survivre assez longtemps pour se reproduire. Dans un tel environnement, même un petit avantage biologique peut finir par compter énormément. Si le groupe O donnait ne serait-ce qu'un léger avantage contre les infections et les maladies présentes à cette époque, les personnes qui le portaient avaient plus de chances de survivre, plus de chances d'avoir des enfants et plus de chances de transmettre ce même groupe sanguin. Répéter ce schéma pendant des centaines de générations et un trait génétique qui semblait aléatoire cesse d'avoir l'air aléatoire. Il commence à paraître inévitable. C'est la partie que la plupart des gens ratent quand ils entendent que le groupe E est courant. Courant ne veut pas dire ordinaire. Dans les Amériques, courant veut dire sélectionné, choisi, génération après génération, par des forces invisibles pour les personnes qui le portaient. Leur corps menait en silence des combats dont ils n'avaient même pas conscience et les survivants ont transmis la preuve dans leur sang. L'analyse moderne de l'ADN n'a fait que confirmer ce que des décennies de recherche sur les groupes sanguins laissaient déjà entendre. Ce n'était pas une simple dérive génétique, ce n'était pas une coïncidence. C'était la survie inscrite dans le génome de tout un continent génération après génération. Mais la pression de survie n'était pas la même partout. Et c'est là que l'histoire devient encore plus précise. Prenez les Indes, où certaines populations autochtones vivent à très haute altitude depuis des milliers d'années, en respirant un air qui ne contient qu'une fraction de l'oxygène disponible au niveau de la mer. Leurs corps se sont adaptés de façon remarquable au fil des générations et les chercheurs ont remarqué quelque chose de curieux sous ces adaptations. Un nombre frappant de communautés autochtones de haute altitude portèrent le groupe E. C'est une théorie discutée, mais voici l'idée. Certains chercheurs suggèrent que le sang du groupe O pourrait circuler un peu plus facilement dans des vaisseaux étroits, ce qui aiderait peut-être à apporter de l'oxygène aux tissus. Mais cette idée n'est pas largement acceptée dans l'hématologie classique et elle reste non prouvée. Au niveau de la mer, une telle différence passerait presque inaperçue.
À très haute altitude, les partisans de cette hypothèse disent qu'elle pourrait compter davantage. C'est un petit ajustement biologique spéculatif avec un avantage possible dans le type exact d'environnement où ces populations se sont installées. Ensuite, il y a la maladie. Les archives historiques suggèrent que les personnes portant des antigènes A ou B ont été plus durement touchées par certaines infections parce que certains agents pathogènes sont conçus pour s'accrocher précisément à ces marqueurs moléculaires comme une clé dans une serrure. Le groupe E, qui ne possède ni l'un ni l'autre, n'offre tout simplement pas cette même prise. Même si le paludisme n'était pas une grande menace dans l'Amérique précolombienne comme il l'était en Afrique, le principe général reste valable. Moins il y a de cibles moléculaires à exploiter pour les agents pathogènes, moins il y a de façons pour la maladie de se propager dans une population. Le régime alimentaire ajoute une autre couche, même si elle est beaucoup plus fragile. Les communautés autochtones mangèrent des choses très différentes selon l'endroit où elles vivaient. Depuis les régimes riches en produits de la mer le long de la côte pacifique jusqu'au régime fondé sur le maïs dans une grande partie de la Mésoamérique. Certains ont avancé que le métabolisme du groupe E pourrait gérer différemment les régimes riches en protéines et en graisses. Cette idée rappelle le populaire régime selon le groupe sanguin et la plupart des spécialistes de la nutrition la considèrent comme non prouvée. Et puis, il y a la dimension sociale facile à négliger mais impossible à ignorer. Dans de petites communautés très soudées, une personne dont le sang pouvait sauver presque n'importe qui pendant un accouchement ou après une blessure n'était pas seulement chanceuse, elle était précieuse. Et ce genre de valeur ne sauve pas seulement des vies sur le moment. Sur plusieurs générations, elle peut façonner discrètement qui survit, qui prospère et quels gènes sont transmis. Avant de vous montrer la dernière partie, si vous avez déjà regardé vos propres résultats en vous demandant où cette ancienne lignée du groupe E s'inscrit dans votre ascendance, j'ai rassemblé tout cela dans un guide intitulé « D'où venez-vous vraiment ?» Le lien est dans la description, mais restez ici parce que ce qui arrive maintenant est la partie que la plupart des gens manquent complètement. Si les fossiles et les anciens tests sanguins nous ont donné les grandes lignes de cette histoire, c'est la technologie moderne de l'ADN qui en remplit enfin les détails. Au cours des 20 dernières années, les tests génétiques sont devenus assez précis pour retracer des lignées, jusqu'à des tribus précises, des régions précises et même des figures historiques précises. Cela aurait semblé relever de la science-fiction il n'y a pas si longtemps. L'un des exemples les plus clairs concerne un descendant direct de Sitting Bull. Grâce à des tests ADN, les chercheurs ont confirmé un lien génétique reliant un parent vivant directement à l'une des figures les plus importantes de l'histoire autochtone en Amérique, comblant un vide que les récits familiaux n'avaient jamais pu totalement prouver à eux seuls. Pour les descendants des peuples autochtones, ce type de confirmation signifie bien plus que satisfaire une curiosité. Pendant des générations, la colonisation a interrompu les archives, brisé des familles et, dans bien des cas, coupé délibérément les personnes de leur histoire tribale. Les tests ADN sont devenus l'un des rares outils capables de renouer certains de ces fils brisés en offrant un chemin de retour vers des ancêtres, des langues et des communautés que l'histoire a tenté d'effacer. Et ce n'est pas seulement une question d'identité au sens abstrait. Pour de nombreuses personnes autochtones, prouver une ascendance par l'ADN peut influencer l'accès à la reconnaissance tribale, à des ressources et à des droits directement liés à l'héritage. Dans ces cas-là, un test génétique n'est pas juste un achat de curiosité. Il peut faire la différence entre être officiellement reconnu comme membre d'une communauté ou en être exclu, mais cette puissance s'accompagne d'une tension bien réelle. Les mêmes données génétiques qui reconnectent les personnes à leurs racines peuvent aussi être achetées, vendues et conservées par des entreprises privées ayant leurs propres intérêts commerciaux. Les questions de consentement, de vie privée et de contrôle réel de ces informations sont devenues parmi les sujets les plus débattus du domaine. Traiter l'héritage génétique d'une personne comme un produit à emballer et à monétiser se heurte à son but plus profond. Aider les gens à comprendre qui ils sont et d'où ils viennent. Les scientifiques qui travaillent pendant ce domaine soutiennent de plus en plus que si cela est fait de manière responsable avec la participation des communautés autochtones, dans la manière dont leurs propres données sont utilisées, cette technologie peut devenir quelque chose de rare, un outil capable de guérir des blessures historiques au lieu de les aggraver.
Certains résultats ADN ne se contentent pas de confirmer un arbre généalogique. Ils déclenchent un vrai débat sur ce que les scientifiques pensaient savoir sur tout un continent. C'est exactement ce qui s'est passé avec un homme nommé Crawford, vivant dans la réserve indienne des Blackfeet dans le Montana, l'une des plus grandes réserves amérindiennes du pays. Lorsqu'une entreprise commerciale de test ADN a son ascendance, les résultats sont allés bien au-delà d'un simple rapport d'histoire familiale. Cela dit, il faut préciser qu'il ne s'agissait pas d'une étude universitaire relue par des pairs. Les conclusions de l'entreprise suggéraient une chronologie génétique inhabituellement profonde, une affirmation qui reste contestée par les archéologues et qui n'a pas été validée par la recherche dominante. Pendant des décennies, la théorie principale était simple. De petits groupes ont traversé une bande de terre reliant la Sibérie à l'Alaska, puis se sont déplacés vers le sud au fil des générations. Si les résultats commerciaux de Crawford résistaient à un examen rigoureux, ils compliqueraient cette chronologie et renforceraient l'idée défendue par certains chercheurs que l'histoire réelle pourrait être plus ancienne, plus complexe et beaucoup moins linéaire que la version enseignée dans les manuels, et plus les scientifiques explorent les génomes anciens. Plus le tableau devient étrange. Pensez aux Néandertaliens et aux Dénisoviens, deux anciens groupes humains l'ont écarté comme de simples impasses de l'évolution. L'analyse génétique raconte une toute autre histoire. Ces deux groupes partagent assez de ressemblances avec les humains modernes pour que certains chercheurs estiment qu'ils devraient être considérés comme des proches parents et non comme des espèces séparées et inférieures. Les preuves archéologiques vont dans le même sens, montrant une fabrication complexe d'outils, des formes d'expression artistiques et même des comportements symboliques chez les Néandertaliens, des capacités autrefois attribuées uniquement aux humains modernes. Et voici le détail qui change tout. Beaucoup de personnes vivant aujourd'hui portent des traces d'ADN néandertalien dans leur génome. C'est la preuve que ces groupes ne se sont pas simplement éteints. Ils se sont croisés, se sont mélangés et ont laissé des empreintes encore visibles dans la génétique humaine des dizaines de milliers d'années plus tard. Puis il y a le lac Baïkal, en Sibérie, le lac d'eau douce le plus ancien et le plus profond de la planète, placé au centre d'une histoire migratoire ancienne que peu de gens connaissent. Pendant des milliers d'années, cet endroit a servi de carrefour génétique où des populations venues de l'Est et de l'Ouest se sont rencontrées, mélangées et ont échangé de l'ADN bien avant que qui que ce soit ne l'écrive. Certains chercheurs pensent que les ancêtres des Amérindiens sont passés directement par cette région précise, en route vers un continent où personne n'avait encore mis les pieds. Mais la découverte la plus étrange est peut-être celle que personne n'avait vue venir. La preuve que les peuples autochtones des Amériques ont eu des contacts avec des populations venues de l'autre côté du Pacifique, des siècles avant l'arrivée des Européens. Les preuves génétiques montrent que des Polynésiens et des Amérindiens ont interagi il y a environ 800 ans. Une rencontre qui a laissé des traces claires encore détectables dans l'ADN. Ce n'est pas une petite affirmation. Cela signifie que quelqu'un quelque part a traversé des milliers de kilomètres d'océan ouvert et a rencontré des personnes qui n'avaient jamais imaginé les voir arriver. Les indices étaient en réalité là, sous les yeux de tout le monde depuis longtemps. Des patates douces et des gourdes bouteilles, des cultures originaires des Amériques apparaissent sur des sites archéologiques polynésiens sans autre explication claire. Pendant des années, cette preuve a déclenché de vifs débats et de nombreux scientifiques l'ont écartée comme une simple coïncidence ou comme une contamination. Mais les études génétiques plus récentes ont changé la conversation. Les chercheurs ont trouvé des segments partagés d'ADN sur plusieurs îles polynésiennes, tous reliés à une même source autochtone américaine. C'est la preuve d'un véritable métissage, pas du hasard. À l'aide de techniques computationnelles, les scientifiques ont même relié cette ascendance à une région précise de l'actuelle Colombie, et cela nous ramène à une question encore plus vaste, toujours non résolue. Comment les premiers êtres humains sont-ils réellement arrivés dans les Amériques? La théorie de la bande de terre reste l'explication dominante, mais elle est loin d'être la seule proposée. Certains chercheurs défendent une route côtière en longeant les rivages en bateau plutôt qu'en avançant seulement sur Terre. D'autres évoquent la possibilité d'un passage sur la glace polaire et de nombreuses nations autochtones, y compris les Navajos, conservent leurs propres récits d'origine, des récits qui décrivent des peuples
ayant toujours été présents sur cette terre et non venus. D'ailleurs, la science n'a pas tranché cette question et il se peut qu'elle ne s'accorde jamais pleinement sur une seule réponse. Ce qu'elle a établi en revanche, c'est ceci. Le groupe n'est pas une note de bas de page dans ces histoires. Il est lié aux migrations à travers les océans, à la survie face aux épidémies, à l'adaptation à l'altitude et à des liens entre continents que personne ne s'attendait à avoir connectés. Et il continue à faire exactement ce qu'il a toujours fait. En ce moment même, dans des hôpitaux partout dans le monde, du sang du groupe E est transfusé à des patients qui n'ont aucune idée que cette ligne de vie remonte à tous les détours de cette histoire. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que le groupe n'est qu'un groupe sanguin simple et universel, vous saurez que ce n'est pas vrai. Il n'est pas vide, il n'est pas banal. C'est une mémoire écrite dans des molécules plutôt que dans des mots, une mémoire de traversée de l'âge glaciaire, d'épidémies surmontées, de montagnes auxquelles il a fallu s'adapter et d'océans enfranchis d'une manière ou d'une autre par des peuples que l'histoire a presque oublié de mentionner. Pour des millions d'autochtones à travers les Amériques, cette mémoire n'a rien d'abstrait. Elle coule dans leurs veines à cet instant même comme elle a coulé dans les veines d'encre qui ont traversé des conditions que la plupart d'entre nous ont du mal à imaginer. La science n'a toujours pas toutes les réponses. Comment les humains sont-ils arrivés exactement sur ce continent la première fois? Pourquoi le groupe E a-t-il fini par l'emporter d'une manière aussi complète? Que s'est-il vraiment passé sur ces rivages du Pacifique il y a H siècles? Ces questions sont encore débattues aujourd'hui dans les laboratoires et dans les revues scientifiques. Mais il y a une chose qui ne fait pas débat. Ce groupe sanguin a aidé des êtres humains à traverser les moments les plus durs de l'histoire et il continue encore aujourd'hui à faire silencieusement ce travail dans les hôpitaux. Longtemps après que presque tout le monde a oublié pourquoi il comptait au départ, si vous êtes du groupe, vous ne portez pas une simple note de bas de page. Vous portez une histoire de survie qui s'écrit depuis des siècles. Quelle partie de tout cela vous a le plus surpris? Dites-le dans les commentaires.